Bonjour les amis, je suis Lama Kunzang, Pascal Trefingui. Qu'est-ce que la gouvernance mondiale? Quelle est son idéologie? Quels moyens a-t-elle à sa disposition? Et quel est son projet? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers quelques vidéos de youtubeurs. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, cette émission d'ésotérisme expérimental, l'émission numéro 21 pour ceux qui la suivent à travers les cassettes VHS. Eh bien aujourd'hui, on a tout un programme avec un invité que nous avons rencontré il y a 2 semaines où on va parler d'un système, d'une société occulte qui dirige par en arrière des mouvements politiques extérieurs la politique mondiale. Monsieur Serge Monard, journaliste international, vient de publier un livre intitulé « Le corps mystique de l'Antichrist ». Albert Pike served as a brigadier general in the Confederate Army. Following the war, Pike was jailed for treason. He was quickly pardoned by a fellow Freemason, President Andrew Johnson. Among eventually becoming a 33-degree Mason and a top leader of the Ku Klux Klan, Pike was also believed to be a Luciferian. He claimed he was able to summon Lucifer at will as the Grand Master of the Order of the Palladium. Palladism, or traditional Satanism, an ancient Luciferian cult, was then introduced to the inner circle of the Masonic lodges. This influence has flourished into modern-day Freemasonry in the super rites of the upper degrees. Industry, entertainment, the CIA, Congress, and our military leaders are inundated with Freemasonic Palladism, or a Luciferian New World Order. What follows are the chilling predictions, or better yet, instructions of Albert Pike's 3 world wars, funded in great part by the House of Rothschild. From a letter that he wrote to 33-degree Italian Illuminati head and mafia founder Giuseppe Mazzini, dated August 15th, 1871. The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic communism. The divergences caused by the agentures of the Illuminati between the British and Germanic empires will be used to foment this war. At the end of the war, communism will be built and used in order to destroy the other governments, in order to weaken the religions. The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, international communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm. The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agentur of the Illuminati between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam, the Muslim Arabic world, and political Zionism, the State of Israel, mutually destroy each other. Meanwhile, the other nations, once more divided on this issue, will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual, and economical exhaustion. We shall unleash the nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then, everywhere, the citizens obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement, which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time. A bizarre letter indeed. And a red flag may have gone off when you heard the term Nazism, but the term Nazism was known to those in the Illuminati at that time. Will we allow this madness to unfurl unabated, or will we put a halt to it before it's too late?
John Bound, Infowars.com. C'est que finalement le but de la théosophie en soi, en fait le message lancé c'est quoi? Le but de la théosophie? Oui, son message, le but en soi, oui. Il n'y a pas vraiment de message ni de but, la théosophie. C'est il faut que tu en lises pour que tu comprennes, voilà, lis puis tu verras bien. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu tout, il y a un petit peu tout, c'est un mélange de tout la théosophie. Si on va par là. Mais surtout, c'est sur l'enseignement des maîtres de sagesse qui étaient en contact direct avec Alice Bailey. C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'elle était télépathe de haut niveau, quoi. Et elle ne le savait même pas. C'est ça qui est extraordinaire, voilà, dans cette histoire. Et finalement, est-ce que c'est... Donc en fait, c'était pas une religion en soi? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le New Age, le contemporain, le... C'est le New Age, c'est ça. Mais à la base, le New Age, c'est ça. Le New Age, c'est la théosophie, c'est ça. Mais le New Age, ça voulait dire, c'était une nouvelle façon d'aborder le Christ, d'aborder son message, d'aborder Bouddha, son message, voilà, tous les grands êtres spirituels. C'était ça, c'était une nouvelle façon d'aborder parce qu'il y avait des révélations, des nouvelles révélations. Mais ça a jamais été une secte, jamais, en aucune façon. C'était vraiment un mouvement de pensée libre et gratuit. Je tiens quand même à préciser. D'accord. Ok, comme ça là déjà j'ai aussi des éclaircissements, oui, parce que c'est vrai. Et c'est vrai finalement que ils ont une permission à l'ONU. Finalement, ils sont à l'ONU. Aujourd'hui, donc, on parle de l'organisation politique ailleurs et ici. Et une autre organisation très importante, c'est l'organisation de sa vie. Et pour ça, j'ai demandé à M. Armand Lamoureux, qu'on a vu déjà il y a quelques semaines, de nous parler du plan de vie. Un plan pour s'organiser dans sa vie, avoir un plan, un peu comme quand on construit une maison, avoir des vêtements dans cette société occulte, dont je laisserai le plaisir à notre ami Serge Mona de nous révéler le nom de cette organisation qui dirige à peu près toutes les politiques du monde. Bonjour Serge. Bonjour toi. Alors, journaliste international, je vous présente parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas vu il y a 2 semaines. Toujours. On avait parlé l'autre fois de... Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. Ouais. Et là, on se disait même qu'il était peut-être déjà minuit et 15 secondes. Là, c'est déjà dépassé. Ben, c'est ce que d'autres journalistes m'ont dit. C'est d'ailleurs ce que j'ai le pouls de CJMS. D'ailleurs, son recherchiste faisait ressortir. Il doit être rendu minuit moins 5 secondes. La façon qu'il y a une débandade à Ottawa, j'ai dit, écoutez, méfiez-vous des débandades apparentes qui cachent trop d'autres choses en arrière, surtout au niveau d'une organisation occulte sur le plan international. Parce qu'un bonhomme, comme le premier ministre du Canada et d'autres, où tout le monde démissionne en bloc comme par hasard, ces gens-là ne détruisent pas systématiquement les fondements d'un pays comme ça, juste pour s'amuser. Il y a d'autres personnes qui tirent des ficelles, puis il y a des récompenses de rattacher à de tels gestes. Là, on voit la page couverture en photocopie, parce que votre livre est actuellement sous presse, là. Le corps mystique de l'Antéchrist. On voit là, la svastika, la croix gammée, puis là, je reconnais là, c'est le symbole international de la franc-maçonnerie. Oui, c'est ça. Celui qui est ici, là, c'est ça, là. Ah.
Ce qui est bien important, en fin de compte, Richard, de faire ressortir au niveau de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup d'objections qui arrivent à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent, écoutez, c'est pas une société dangereuse, ils ont même des offres de bienfaisance, c'est des groupes de rencontres, ils échangent des idées, des choses comme ça. Ça, c'est la façade. La façade sociale, la façade humaine présentée par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière. Il faut dire, en partant, je fais une parenthèse, que le groupe des Illuminati en Bavière, c'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et qui ont mis sur pied la Révolution de 1789. La Révolution française. La Révolution française. Ça avait pour devise liberté, égalité, fraternité. Oui, mais les mots liberté, égalité, fraternité ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Exact. Ils ne sont pas sortis comme ça du jour au lendemain de quelques individus. Et la Charte des droits de l'homme qu'on retrouve à l'heure actuelle sur la planète et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations Unies est une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19e siècle. De la même façon que tout le système d'éducation que le Québec a connu depuis les années 60, le système de l'école neutre, avec tous les bouleversements qu'on a connus, a été pensé dans les loges maçonniques avant d'être réalisé dans les faits. Ça ne doit pas être un succès parce qu'ici au Québec, on tient encore à l'école d'allégeance religieuse. On parle des commissions scolaires qui sont toutes catholiques ou protestantes. On n'a pas encore le système neutre. Ça, c'est au niveau de l'apparence. Mais si on le regarde en profondeur, la réussite est totale à l'heure actuelle, surtout lorsqu'on lit le volume, le corps mystique de l'Antéchrist, avec les plans qui avaient été pensés en 1860 et 1895 à ce niveau-là. D'ailleurs, tout le mouvement, j'ai absolument rien par rapport au mouvement de libération de la femme est égale de l'homme, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, sur le plan humain, on le sait. Mais il faut dire que tout le mouvement de libération de la femme, le mouvement au niveau de l'éclatement de la famille, les droits de l'enfant, c'est des choses qui ont déjà été pensées dans les loges maçonniques avant d'arriver dans les sociétés. C'est pas des choses qui ont poussé comme un champion en pleine nuit. Ouais. Mais revenons pour continuer aux Illuminati, à la franc-maçonnerie, dans sa réalité, qu'est-ce que c'est? La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse. C'est une église. Ils se considèrent comme telle, ils se considèrent comme la nouvelle église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. C'est une église fondée sur les écrits qui ont fait, en fin de compte, sortir par Jean-Jacques Rousseau à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel par rapport à la nature, à ce moment-là, on ne reconnaît pas la famille, il faut faire éclater la famille. On ne reconnaît pas les liens au niveau des actes du mariage, au niveau des choses de naissance, ainsi de suite, comme ça se passe dans nos sociétés organisées, on s'arrange pour les faire éclater. Et le meilleur exemple que tu peux avoir au niveau de cet éclatement-là, c'est la Révolution d'octobre en 1917 en Union soviétique, qui a formé, en fin de compte, le communisme, qui a donné naissance au communisme. Lénine a été formé dans les loges maçonniques. Il y en a plusieurs qui vont sûrement être surpris, mais la plupart des écrits que Lénine a sortis, il les a pris à partir des loges maçonniques, ils les ont appliqués sur un plan politique, sur un plan matériel en Union soviétique pour une épuration complète de la population. Quel est leur objectif L'objectif... La maçonnerie, parce qu'il faudrait distinguer deux types de maçonnerie. Il y a la maçonnerie des Boy Scouts pour adultes, qui se sert de gens comme paravents pour faire des bonnes œuvres, faire des actions positives. Et on va trier à travers le lot dans cette société les individus qui ont les propriétés au niveau de leur âme pour accéder à des plans occultes de la franc-maçonnerie. Et ceux-là, on les pousse pour qu'ils montent. C'est ceux-là qui montent dans la hiérarchie. Il y a les 33 degrés de la maçonnerie, les 33 ans du Christ, on pourrait dire, ça revient bien. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes, au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout. Le 33e degré. Mon cher, mais là, vous risquez de vous faire démolir après l'émission, ça n'a pas de bon sens. Moi, parce qu'on sait une chose, oui. Je pense même le premier ministre du Canada, il est dans une des loges franc-maçonniques. Ils sont obligés de passer par là pour être dans le système politique international. Moi, je vais te dire une chose, Richard. Si on prend les documents de 1940, à l'exception du président Adams aux États-Unis, tous les présidents avaient et appartenaient à la franc-maçonnerie. À cette époque-là, 65% des sénateurs américains appartenaient à la franc-maçonnerie.
sont obligés d'y appartenir, sinon ils ne passent pas. Les pères de la Constitution américaine, Jefferson, Benjamin Franklin, ils étaient tous des francs-maçons. Ils étaient reliés avec les groupes comme Lafayette, Voltaire qui rencontrait en France, ainsi de suite. C'était une continuité de l'âge française en Amérique. Plutôt que de penser qu'ils veulent le mal de l'humanité, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'en toute bonne volonté, ils veulent le bien? Puis quand vous dites une épuration de la population, ça serait le genre de ce qui se passe en Yougoslavie, d'une épuration raciale, religieuse, spirituelle, pour que finalement ne règne sur la terre que ceux dans la race humaine qui méritent de régner et que les autres soient utilisés comme des esclaves, comme le voulait Adolf Hitler. Les nazis, puis à part les nazis, c'était le petit peuple. Tu vois, pour répondre à ta question là-dessus, ouais. La révolution russe, le communisme comme tel et l'application matérielle et politique. Ouais. Une tentative, en fin de compte, un essai qu'ils ont fait au niveau de toute une nation. Pour Hitler, c'est une tentative au niveau spirituel. Et ce que je m'explique à l'intérieur de ça, c'est que Hitler était considéré non seulement comme un sauveur, c'était plus qu'un homme politique pour le peuple allemand, il était une réincarnation au niveau des anciens dieux allemands, et beaucoup plus que ça, il était l'individu qui avait été choisi par Dieu pour redonner au peuple allemand ce qui lui revenait de droit en fin de compte. Et c'était en diminutif ce qu'ils veulent établir au niveau d'un gouvernement mondial avec l'Antéchrist au pouvoir. D'ailleurs, le gouvernement mondial, ce serait, si on veut, la suite logique là, de cette domination. C'est une suite logique, Hitler, effectivement. Le Troisième Reich est disparu, on est sous maintenant le Quatrième Reich. À l'heure actuelle, on pourrait dire ça, mais prends juste ce qui est sorti aux nouvelles, là seulement à peu près 48 heures sur les bulletins de nouvelles, où on va envoyer une force spéciale à Haïti, une force de police internationale. Il y a deux choses à remarquer à l'intérieur de ça. On veut choisir, et on a précisé qu'on veut choisir les contingents militaires canadiens-français pour les envoyer à Haïti. Et à ce moment-là, on rejoint ce que j'avais mis dans mon premier volume, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, pour départir le Québec de toute opposition militaire possible pour les plans qu'ils ont en tête à l'heure actuelle. Les troupes des Nations Unies du Canada qui sont en Yougoslavie, c'est des Canadiens français. Justement. Ben oui. Et deuxièmement, on est en train de mettre psychologiquement dans la tête des gens l'existence d'une police internationale nécessaire. Mais la police internationale nécessaire est en diminutif, là, une police réelle qui va gérer, en fin de compte, le bien-être des gens sur la société de la planète sous un gouvernement de l'Antéchrist. C'est en plus gros qu'est-ce qui existait sous Hitler ou sous d'autres régimes qui ont existé où il y avait une police spéciale pour surveiller les intérêts de l'État. Mais il faut se dire qu'au départ, ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, il faut qu'ils aient passé le 33e degré de la franc-maçonnerie. Ouais. Quel est en réalité ce 33e degré-là? Le 33e degré se compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain, on tue quelqu'un véritablement, soit qu'on a enlevé ou ainsi de suite. Ça fait partie du rite initiatique à ce moment-là. Et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète. C'est ce que cherchent réellement pour eux autres. Ils sont dans leur droit, ils ont le droit de le faire, et c'est les sociétés issues des valeurs christianistes qui sont dans l'erreur, qui ont usurpé le droit, en fin de compte, à Satan d'exister sur la planète. Ben, le Christ le disait, lui, qu'on était dans l'univers de Satan, de ses œuvres et de ses pompes. On est dans l'univers, quand on dit on est dans l'univers, on est sur la planète. Ça y appartient. Ouais. Alors, mon cher ami Serge Monod, avec son livre « Le corps mystique de l'Antéchrist », c'est un document excessivement rare, je dois dire, que la franc-maçonnerie a essayé de faire disparaître par-dessus, disparaître dans la poussière et ainsi de suite, et que je prends le risque de sortir, mais il faut que la vérité sorte, sinon les gens ne seront pas informés. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work.
And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. Les attentats de Paris sont une tragédie absolue, mais c'est aussi une succession de détails qui laissent beaucoup de questions en suspens. Comment un attentat d'une telle ampleur peut-il être organisé dans une capitale européenne? L'expression « management de la terreur » n'a pas encore été prononcée dans ce contexte. Mais Christoph Hörstel, ancien correspondant de presse en Afghanistan de la première chaîne allemande, nous explique ce terme et fait quelques déclarations brûlantes sur les prétendus attentats de Paris. Monsieur Hörstel, le terrorisme est maintenant arrivé jusqu'en Europe. Après ce qui s'est passé en France, on n'arrête pas d'entendre d'autres histoires provenant d'Allemagne, de Belgique et de partout. Je pense aussi que les gens ont peur, ou bien on leur suggère d'avoir peur. Est-ce un hasard? Non, bien sûr, ce n'est pas un hasard. Évidemment, cela a été préparé. Aussi, ce qui nous est rapporté par les médias de masse et qui n'est pas fidèle à la vérité, ça non plus, ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi nous avons déjà entendu, il y a 1 an ou il y a 6 mois, que des combattants qui ont combattu en Syrie aux côtés d'Al-Qaïda, du front Al-Nusra et d'autres encore, allaient affluer pour ensuite probablement perpétrer des attentats terroristes selon leur ancienne manière de faire la guerre, des combats de rue, etc. Ça, c'est une chose. L'autre point doit bien sûr être observé sous un tout autre angle. À l'époque, en 2006-2007, en tant que conférencier au Centre des forces dirigeantes de l'armée, j'avais choisi pour le cours de sciences sociales l'Afghanistan. En tant qu'expert du pays, j'avais instruit les forces dirigeantes des troupes de combat allemandes sur la façon de se comporter en Afghanistan, et pour ce cours, j'avais alors utilisé l'expression « management de la terreur ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent, tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Les personnes qui sont mises en scène, qui perpètrent les attentats, sont dans 95% des cas très bien connus des services de sécurité. D'où est-ce que les services de sécurité les connaissent? On entend tout le temps dire que les services secrets sont exactement au courant de ces prétendus terroristes. Mais c'est bien normal que les services secrets surveillent les terroristes présumés. Par conséquent, ils savent où ils se trouvent. N'est-ce pas normal? Alors tous ceux qui ont fait la surveillance jusqu'à maintenant devraient être virés, par exemple dans le cas de Paris, parce que visiblement ils n'ont pas eu beaucoup de succès avec leur surveillance. Oui, mais que devons-nous faire? Ce n'est pas parce que quelqu'un est un terroriste présumé qu'on doit aussitôt l'enfermer. Sinon, il y aurait de nouveau de grands cris. Et d'où sortent-ils ces informations? La surveillance de ces cercles est sans faille. Ils ne peuvent même pas éternuer sans que les services secrets ne soient au courant. Donc, si quelque chose se passe, nous savons qu'ils sont impliqués. Et le problème, c'est que nous savons aujourd'hui que l'État islamique, AIES, ISIS, EI, peu importe quelle abréviation on leur donne, on ne pourrait pas les imaginer sans la CIA, qui a commencé à entraîner des parties importantes de ses troupes en Jordanie il y a quelques années. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils arrivent ici en Europe parce que les managers le veulent ainsi. Ils ont pour cela des motifs très concrets. Nous nous trouvons devant un crash financier et nous avons d'énormes problèmes de politique intérieure, de politique monétaire, de politique financière, de politique économique, et nous ne voudrions pas que la population se défoule sur le gouvernement comme celui-ci le mériterait. Alors on les distrait avec ce genre d'attentat. L'attentat de Paris sur Charlie Hebdo est très clairement un attentat terroriste manipulé. Il y a assez d'indices pour cela. Non seulement les auteurs étaient connus des services secrets, mais justement la carte d'identité laissée dans la voiture, c'est une chose qu'aucun braqueur minable n'aurait faite. En principe, on devrait trouver tout le déroulement étrange. Les témoignages personnels au sujet des auteurs sont étonnamment positifs.
Tout cela n'est pas cohérent. Et ensuite, nous avons un écho médiatique indiscutablement cohérent qui semble convenu et finalement, nous avons l'écho politique. En Allemagne, les droits des citoyens sont restreints, ainsi que le droit pour avoir un passeport. Et tout ça, ça a été tout réglé en un rien de temps. Mais ça, c'est peut-être quand même nécessaire. Je veux dire, c'est nécessaire. Si on veut avoir les terroristes sous contrôle, vous dites qu'il y a une surveillance sans faille. Par conséquent, on aurait déjà pu tout maîtriser au préalable, dans le cas de Paris. En effet, en Allemagne, on voit maintenant toujours plus, par exemple, actuellement dans une situation à Berlin, qu'il y a eu une intervention où on a arrêté 2 Turcs. On a aussi une intervention à Wolfsburg, ce qui veut dire qu'on voit quand même que nos forces de police sont en alerte antiterroriste. Ils sont en alerte et un gouvernement qui pratique le management de la terreur via le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. Ce sont ces 3 qui, dans tous les pays de l'OTAN, sont coupables et devraient être mis en prison. Bien sûr, ils vont réfléchir comme « Quand allons-nous mettre en œuvre un attentat terroriste ? Nous allons y recourir lorsque nous aurons l'impression que la population devient nerveuse, d'une manière ou d'une autre, parce que le système politique de son pays ne lui convient pas. Ils le mettront en œuvre lorsqu'ils auront l'impression qu'ils en ont besoin, parce qu'ils n'arriveront pas à faire passer certaines restrictions, des droits civiques ou des lois hostiles à la démocratie. » Donc encore plus de surveillance, etc. ou d'autres choses semblables, comme par exemple la loi sur les passeports qui a été adoptée. Par exemple, ce sont exactement ces points-là. Lorsque le gouvernement a le sentiment « Ah, nous arriverons à faire passer la loi sans attentat terroriste », bon, on va quand même arrêter quelques personnes, parce que ce sont peut-être des cercles qui sont contrôlés, mais ils sont quand même peut-être capables de se débrouiller tout seuls. Donc, le management de la terreur est un business très compliqué. On connaît cet exemple dans le cas de la NSA, où les services secrets intérieurs, les services de la sécurité du territoire avaient de toute évidence comme habitude de coopérer avec un groupe de tueurs d'extrême droite. Et ça, c'est de ces problèmes qu'il s'agit là. Si on regarde où cela nous mène à l'avenir, on a juste besoin de regarder quelles sont les données générales. Si on a une crise, alors le gouvernement s'assure qu'elle garde la population dans la confusion par ce genre d'attentats orchestrés. Et ça, c'est en principe du point de vue du management. Les attentats autorisés, les personnes qui se promènent par là... Ce sont là quand même des accusations virulentes. Oui, c'est une accusation extrêmement virulente. Il serait temps qu'elle se fasse entendre de plus en plus fort. Le sujet du management de la terreur, je l'ai enseigné à l'époque aux soldats et j'en ai aussi donné une définition. C'est justement l'instruction, l'armement, l'approvisionnement donné, le paiement, le personnel politique et aussi les mesures disciplinaires. Il y a des lancements de drones US au Yémen où les troupes d'Al-Qaïda qui réussissaient ne voulaient pas obéir. Alors justement, certaines de ces personnes qui n'ont pas voulu obéir aux ordres ont dû être éliminées, etc. C'est un business très violent, sanglant, et ça englobe des victimes humaines dans les populations innocentes de ces pays où cela se déroule, comme par exemple maintenant, justement à Paris. Est-ce que cela fonctionne ? Apparemment, cela fonctionne. Comme nous le voyons, l'attention de tout le monde est détournée. Le président français Hollande, qui est absolument impopulaire et qui était à 13%, a connu d'un coup une augmentation de sa popularité qui est passée à 29%. On se trouve en plein dans un vol à hauteur de billions par la mafia financière dirigée par la Banque centrale européenne pour acheter à grande échelle des papiers sans valeur, de façon à ce que la Suisse fuit l'euro avec effroi. Et ainsi entraîne tout le navire à chavirer. Et ça, on doit bien sûr absolument le détourner. On ne peut pas laisser les gens venir à l'idée de vouloir tout d'un coup s'attaquer à la mafia financière. Ce serait vraiment déplacé. C'est pour cela qu'on a besoin d'une attaque terroriste. Merci beaucoup, monsieur Hostel. Est-ce donc juste une diversion ou un terrorisme aux motivations vraiment religieuses? Car effectivement, une étude nous parvient d'Europol pour l'année 2013 qui dit que les musulmans ne seraient responsables que de 2% des attaques terroristes des 5 dernières années. Et si on regarde l'année 2013 de plus près, on voit 152 attaques terroristes dont seulement 2 avaient des motifs religieux et 84 des motivations nationalistes ou séparatistes. Commencer par s'arrêter exceptionnellement sur un hebdomadaire de cette semaine, sur l'hebdomadaire Le Point, qui nous proposait en couverture de tout savoir sur ce qu'on n'ose pas dire, l'immigration, les Roms, les allocations, les mensonges, on allait tout savoir. Effectivement, alors on a ouvert Le Point avec beaucoup de curiosité et on tombait notamment sur un reportage choc en page 58, reportage intitulé « Un mari, 3 épouses », avec le témoignage tout à fait exceptionnel et confondant d'une femme de polygame que les journalistes
journaliste avait apparemment rencontré une femme qui a eu 8 enfants, 5 garçons, 3 filles, Bintou. Et alors on nous décrivait cette femme de polygame au joli visage légèrement scarifié de chaque côté des yeux, et le témoignage était en effet tout à fait impressionnant. Tout à fait impressionnant, sauf que cette femme de polygame, c'est vous, Abdel. Mais oui, voilà, Abdel est femme de polygame. Et c'est vous qui avez alors mystifié les journalistes du Point d'une manière absolument incroyable en vous faisant passer au téléphone. Parce qu'ils ne sont pas venus. Alors vous habitez Clichy-sous-Bois. Voilà. Les journalistes du Point ne sont pas venus vous voir à Clichy-sous-Bois. Ce qu'il faut dire, c'est que tout l'entretien s'est passé au téléphone. C'est passé au téléphone et vous avez joué la femme de polygame. Alors juste comment ça s'est. Voilà, comment vous êtes branché sur cette affaire il y a une personne qui a contacté le journaliste du Point en lui disant que je pouvais l'aider à trouver cette personne-là, vu que j'avais fait ça au préalable avec beaucoup de journalistes, des vrais journalistes qui venaient, qui cherchaient, qui s'intéressaient, qui interrogeaient, mais en physique. Et cette personne-là m'a contacté au téléphone un vendredi aux alentours de 19h-20h. Vendredi dernier. Donc cette personne-là voulait vraiment avoir cet article-là juste avant samedi pour qu'il puisse l'écrire et le valider. Donc ça m'a donné l'occasion de tester sa fiabilité, de voir si c'était un vrai journaliste ou un imposteur. Excusez-moi. C'est-à-dire, on vous demande, voilà, on vous dit, il y a un journaliste du Point qui cherche une femme de polygame. Est-ce que tu peux la trouver tout de suite ? Voilà, c'est ça qu'on m'a demandé. Au début, on m'a demandé, moi je voulais faire un truc un peu plus grand, en prenant une femme, en demandant à la femme de le piéger et de tout filmer à l'extérieur. Mais comme la personne était tellement pressée qu'on n'avait pas la personne sous la main, donc on a fait ça au téléphone, en système D. Donc vous vous dites, je vais faire la femme de polygame. Je vais faire la femme de polygame avec un petit accent africain et voilà. En racontant, on va dire, c'est lui qui, grosso modo au début il y a eu une présentation basique, mais c'est lui qui m'a tiré vers les sujets en me demandant les problèmes judiciaires des enfants, les échecs scolaires. En gros, c'est qu'il voulait exactement ça. Donc moi, je lui ai donné ce qu'il voulait. D'accord. Et alors, là où vous avez été vraiment particulièrement vicieux, c'est que vous vous êtes filmé. Tout à fait. Vous avez filmé la conversation téléphonique, et donc on va voir un petit extrait. Oui, allô ? Ah, vous avez appelé plusieurs reprises, mais ça passait pas, je sais pas, il y avait quoi ? D'accord. Bah attendez, je vous la passe tout de suite. Tiens, Bintou, c'est pour toi. Ah, allô, oui, bonjour. Donc c'est gentil d'accepter de me parler, hein. D'accord, non, c'est parce que là, c'est à demander là, pour vous, là, c'est pour ça, quoi. D'accord, c'est gentil. Simplement, j'avais besoin de savoir votre âge. D'accord, bah, c'est 30 ans. 32. C'est 32 ans. 32 ans, d'accord. Et vous avez combien d'enfants ? C'est 8. 8 enfants. C'est ça. À quel âge ? La plus jeune, c'est Bintou, là. C'est mon petit, là, cette fille, là, s'appelle Awala. Elle a 2 ans. 2 ans, c'est une fille, oui. C'est ça, là. Et le plus grand, c'est... Comment ? C'est Adama. Et le plus grand, il a quel âge ? Il a 14 ans et demi, là. 14 ans et demi, d'accord. C'est ça. Et vous avez combien de filles et de garçons ? Comment ? Moi, c'est 8 enfants, là. C'est Awa, la petite. Ensuite, il y a Fatou. De filles, là, c'est 3 filles, là. C'est Bintou, là. C'est Awa. Il y a Zamilatou. Et c'est la petite Fatou, là. Et les garçons, là, j'en ai 5. D'accord, c'est passé tout de suite là. C'est pour toi là. Hello? Oui, bon, merci. Bon, alors vous faites très bien la femme de polygame. Vous aviez construit le scénario avant Au début, j'avais préparé la présentation, mais tout le reste, c'était de l'impro. Vous voulez que je finisse l'interview avec l'accent? Allez-y. D'accord, c'est senti, voilà, c'est préparé le début comme ça, et la suite, là, c'est venu tout de suite, là. Vous savez que vous êtes très fort en impro, hein.
Et alors, ce que vous me racontiez juste avant le plateau, c'est que il y a certains détails qui ont même été rajoutés. Voilà, il y a déjà la première, la description. La description physique, oui. J'ai un joli visage et je suis un peu scarifié de part et d'autre des yeux. Ouais. Il y a aussi la rencontre, qui est archi faux. La rencontre avec le journaliste. D'accord, bah oui, par définition. Le titre, un mari, 3 épouses, et ensuite il rajoute des choses. Et oui, en gros, je lui ai donné le fil conducteur. Enfin, il m'a poussé à lui donner le fil conducteur. Et par la suite, il a argumenté. Mais c'était plus ce qu'il voulait paraître qu'il a mis. Pourquoi vous avez fait ça? Bah écoutez, c'est super simple. Je suis originaire de Montfermeil et j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Les médias, on connaît bien depuis 2005. Après les révoltes sociales, parce que les médias aiment bien jouer sur les mots, émeute, révolte sociale, pour donner une étiquette à une certaine population. J'ai vu des journalistes de mes propres yeux payer des jeunes pour construire l'information. C'est-à-dire ils arrivaient et quand ils étaient présents avec leur caméra pour pouvoir filmer, ils n'avaient pas de substance pour mettre dans leur article. Donc ils payaient pour créer l'information, pour avoir les images en direct et compagnie. Et ça m'avait outré. Par la suite, sur les médias, j'ai analysé un peu ce qui s'est passé entre 2005 et aujourd'hui. L'étiquette qu'on nous a collée n'est pas la même que les autres. C'est-à-dire quand les jeunes de banlieue se sont révoltés, on n'a pas dit que c'était une révolte sociale parce que c'est vraiment une classe sociale qui s'est révoltée entièrement. On a dit que c'était les jeunes racailles qui allaient tout brûler, des émeutiers et compagnie. Mais quand les pompiers allaient manifester sur Paris, on a dit les pompiers sont en colère. Quand les paysans sont allés manifester, on a dit les paysans sont en colère. On n'a pas dit que les paysans sont devenus des racailles, qu'ils allaient tout brûler, qu'ils allaient tout casser et compagnie. Et c'est ça que les médias ont construit autour de la banlieue, c'est qu'ils ont carrément, ils nous ont collé une image. C'est-à-dire quand on parle de banlieue, que ce soit dans le Calvados, dans le sud ou même à Lille, on parle de banlieue, on fait référence directement aux grandes banlieues, aussi bien à la banlieue parisienne que les grands quartiers en France. Et on parle directement de racailles, trafic de drogue, réseau islamiste, pédophilie, polygamie, viol, les tournantes et compagnie. Et c'est ça qui est alarmant au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire on cherche même plus l'information, c'est qu'on sait déjà quoi mettre. On sait déjà quoi mettre. À l'image de ce journaliste qui avait quasiment déjà écrit son papier avant de faire. En gros, voilà, il n'a pas fait son travail. Pour moi, un vrai journaliste, c'est une personne qui va vérifier ses sources et compagnie. C'est comme si moi j'allais comparaître à un tribunal et que je disais voilà, c'est lui. Il faut vérifier tout ça. Si on dit c'est lui, on le condamne directement, la personne elle va en prison et puis voilà. Vous rencontrer la personne? Alors là, pas du tout. Par la suite, il voulait me rencontrer moi parce que je l'ai eu au téléphone le lendemain où il m'avait interviewé moi en tant que Abdel et non en tant que Bintou. Et il voulait, d'abord, il voulait avoir des informations sur l'association. Chose toute bête, j'ai parlé d'eau de la démo parce que c'est la première qui m'arrive à la tête. Cette association ne fait pas de parcours scolaire, de suivi scolaire. C'est une association qui est là pour défendre des choses. Mais concrètement, il n'a rien vérifié. Voilà, il n'a rien vérifié. Il a fait quelques erreurs déjà ethniques. Dans l'article, il disait que j'étais soniqué, enfin Bintou était soniqué et les autres femmes étaient bambara. Lui, il a marqué solinqué. Il a fait une erreur vraiment sur une ethnie. C'est comme si je disais pas français, mais je disais français. C'est pareil. Il a rien vérifié. C'est tout ce que je lui ai pondu, je lui ai attiré une petite carotte et il s'est agrippé dessus et il a tout sorti. Alors je dois dire, c'est absolument édifiant comme aventure journalistique. Dan Israël a appelé ce journaliste du Point, Jean-Michel Descugis, qui est évidemment tombé de sa chaise en apprenant que vous n'étiez pas une femme polygame et qui s'était fait mystifier. Il est absolument confondu et on regardera évidemment avec intérêt les suites que donnera le Point à cette affaire qui est quand même une tromperie journalistique grave. Alors la totalité de votre entretien téléphonique avec lui est sur le site dans un article de Dan Israël. On va vous mettre le lien juste à côté. Ça vous inspire quelque chose, Didier? Je ne peux pas croire que le Point ait pu faire ça, qu'un journaliste du Point ait pu faire ça. Donc je pense qu'il s'agit d'une cacaille mystificatrice. Il faut vite foutre en tôle. Allez. Je suis innocent, j'ai rien. On a vu. Bon, vous avez lu l'Express. Ça va être la fête à l'Express après le Point cette semaine. Ils ne sont pas talmudistes, et encore moins juifs. Ils ne sont pas chrétiens, et certainement pas protestants, ni même francs-maçons, puisqu'ils ont infiltré la franc-maçonnerie. Ils ont le plus grand mépris pour les homosexuels, et leur projet est de détruire leur dernier ennemi, l'islam. Qui sont-ils? Ce sont les Amorites, les descendants des femmes caïnites, les filles de l'assassin, et des anges déchus. Ce sont ces personnages que Jésus va rejeter dans 2 actes d'extrême violence dans les évangiles. D'abord la femme cananéenne syrio-phénicienne, donc une femme amorite,
qu'ils traitent de chiennes, et ensuite, eh bien, les changeurs, les marchands et les banquiers du temple que Jésus va chasser et frapper avec des fouets qu'il aura formés avec des cordes. Le jour où nous aurons mis fin au règne des putains et des banquiers, peut-être serons-nous enfin libres. E olha, francês acusado de aplicar golpes em conterrâneos que sonhavam em morar no Brasil é investigado pela polícia. As vítimas, olha só, eram atraídas com ofertas de residências em condomínio comparado a paraíso budista na Zona Oeste. E olha só, a Polícia Civil informou ainda que o francês é investigado por uma série de crimes e já foi indiciado por lesão corporal gravíssima, importunação sexual e também estelionato.
衆の上一切空真実不幸公説般若波羅蜜多収束節収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボチソアカ般若心経天の無足